hors champ. Hors champ, bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Hors champ ce soir en compagnie de Thomas Ostermayer. La première pièce de théâtre que vous avez vue quand vous étiez enfant? Ça doit être un spectacle d'un théâtre amateur dans un petit salle de gastronomie à Landshut en Bavière avec mon père, mais je ne me souviens plus du tout. Mais je me souviens très bien qu'un des spectacles qui m'a inspiré le plus et où je savais maintenant il faut que je m'y mets, c'était un spectacle de Dodin. Lev Dodin. Oui, Gaudeamus. On s'en souvient tous de Gaudeamus. Voilà. Et puis Claustrophobia, parce que c'était au Wiener Festwochen, au Festival de Vienne, et j'ai vu les deux, et là, j'étais complètement halluciné. Et vous lisiez des textes de théâtre quand vous étiez adolescent? Pas du tout. Donc c'est arrivé comment le théâtre? Par la musique? Non, pour vrai dire, ça a beaucoup à voir avec le fait que j'étais à l'école quelqu'un qui était très, disons, dynamique. Alors, j'étais un peu... Ça veut dire quoi, dynamique? Ça veut dire que je voulais pas rester assise. Turbulent, un peu... je crois que pour les professeurs, c'était assez difficile. Alors, j'ai essayé de trouver des endroits où je pouvais suivre cette énergie. Alors, j'ai commencé à faire la musique et aussi, j'ai entendu qu'il y a une espèce de groupe de théâtre à l'école. Alors, je suis y allé et j'étais sur scène tout le temps et je voulais être acteur. J'ai fait même une école d'acteur. Mais c'était juste pour être au milieu du bruit, quoi, au milieu de l'attention. Et après ça, j'ai eu marre du fait d'être dans les mauvais spectacles avec des costumes moches, avec les décors épouvantables, on dit. Et alors, j'ai décidé de faire la mise en scène moi-même. Et vous avez travaillé au Berliner? J'étais acteur et assistant de la mise en scène au Berliner Ensemble avec mon professeur Manfred Karge. Mais avant déjà, j'étais acteur chez un grand metteur en scène allemand qui s'appelait Einar Schleff, mais qui est mal connu en France, malheureusement. Et donc, à partir de quel moment vous avez décidé d'abandonner le rôle d'acteur pour devenir metteur en scène? Je viens de tourner un film en Russie étant acteur. Alors, je fais de temps en temps, mais je préfère faire pour le cinéma parce que sur scène, jouer tous les soirs, je ne peux pas m'imaginer le genre de travail que Lars Eidinger fait tous les soirs. Moi, je suis plein d'admiration parce que déjà sur le plan physique, c'est extraordinaire et aussi avoir le trac que maintenant, en 2h30, on va être dans le focus de la salle. Ça m'effraie et je peux bien me concentrer pendant le tournage, mais pas sur scène, ça va plus. Aussi parce que je suis complètement concentré sur mon boulot de metteur en scène. Et on peut de temps en temps faire des petites journées de tournage, mais je ne peux pas m'imaginer de faire à la fois la mise en scène théâtre et être acteur du théâtre. C'est pas possible. Puis, quand est-ce que j'ai décidé de faire plus l'acteur et le metteur en scène? Maintenant, c'était par hasard,
parce que j'ai eu d'un coup beaucoup de succès avec mes propres mises en scène. Bah, dès le début, ça, quand vous avez monté votre premier Oui. travail théâtral, Oui, à partir voilà. d'Artaud et de Sade, vous avez Voilà. été tout de suite remarqué. Oui, et pour ça, il y avait un tant nombre d'offres de mettre en scène, de continuer le travail de mettre en scène, que je suis l'énergie, the flow, comme on dit en anglais. Et puis, c'est ça comment je fonctionne moi-même. Je ne prends pas vraiment des décisions. Je vais avec le rythme de la vie qui est là. Et là, il y avait, pendant les dernières 20 ans, il y avait le rythme de mettre en scène. Alors, je suivis. Il n'y a pas seulement le rythme de la vie, je pense qu'il y a des décisions artistiques au départ, parce que quand vous êtes devenu metteur en scène de théâtre et que vous avez été reconnu très vite sur le plan international, vous avez décidé de ne monter que du répertoire contemporain. Il y avait un moment, mais ce n'était pas si idéologique comme c'est décrit dans pas mal des interviews, parce qu'il y avait la baraque, où j'ai fait beaucoup de pièces contemporaines. Mais alors, il faut que vous nous expliquiez. Donc, c'est la première institution que vous avez dirigée, oui. qui est une institution qui n'a pas du tout d'équivalent en France. Oui, et qui n'existe plus. Et qui n'existe plus aujourd'hui. Qui était détruite après je suis parti, qui était une petite cabane à côté du Deutsches Theater, alors une sorte de laboratoire annexe du Deutsches et soutenu par le budget du Deutsches Theater, mais sur le plan artistique, complètement indépendant et autonome. Et là, j'ai, avec mon petite équipe de dramaturges et des producteurs, j'ai mis en scène beaucoup de pièces contemporaines. Par goût ou par désir de les faire connaître Parce que vous n'avez pas choisi n'importe qui. Ça a eu à voir. Sarah Kane, non, des gens comme ça. C'était un moment dans l'histoire du théâtre allemand où il y avait un vrai crise, dans le sens que moi, je ressentis une crise étant spectateur du théâtre. Tous les soirs, je suis allé voir le spectacle à la Volksbühne, au Berliner, au Deutsches Theater. Et à mon avis, une ligne de l'histoire du théâtre allemand qui s'appelle le Regie-Theater a vu son but, sa fin, parce que c'était des mises en scène des grands classiques, des pièces que tout le monde connaît, mais avec les références entre eux. Alors, chaque metteur en scène a répondu avec son travail à une mise en scène qui était avant. Alors, c'est devenu un cercle complètement fermé, intellectuel, élite. Et moi, étant quelqu'un d'une famille normale, je me suis dit, tiens, je suis trop con pour comprendre tout ça. Alors, je veux retrouver dans le théâtre la vraie vie ou les expériences que moi j'ai fait dans ma vie. Je veux retrouver les contraintes sociales, même les combats sociaux. Et j'ai retrouvé ça dans l'écriture de plusieurs jeunes auteurs, entre autres Sarah Kane, Mark Ravenhill, David Harrow, Nikki Silva, mais aussi Marius von Meyenburg, un dramaturge allemand. Aussi, entre autres, Alexei Shipenko, un russe qui habitait à Berlin. Alors, ce n'était pas forcément et seulement des pièces anglaises, mais aussi des Allemands et des Russes. Un Russe qui a écrit une pièce sur la communauté turque à Berlin. J'ai monté ça avec que des acteurs turcs sur scène. Voilà, c'était une sorte de réflexion de la vie quotidienne, sociale de Berlin à l'époque. Et quelles étaient les expériences essentielles que vous faisiez dans votre propre vie, dans ces années à Berlin ? Écoutez, il y avait cette... C'était l'utopie, le mouvement utopiste, libertaire ? Non, pas du tout. C'était plutôt un moment où tout le monde parlait de la fin de l'histoire. Fukuyama qui a parlé de ça.
On a parlé de la déconstruction, on a parlé du postmodernisme, l'éclecticisme. Et surtout, cette expression fin d'histoire, ça m'a rendu fou parce que moi, je n'ai pas ressenti ça complètement parce que je viens, comme je vous avais expliqué, je viens d'une famille assez modeste dans le sens que j'habitais à Berlin et il fallait travailler pour gagner sa vie. Il fallait, moi, je travaillais pendant la nuit, le week-end, pour faire du théâtre pendant la semaine. C'était difficile déjà à l'époque, c'est devenu beaucoup plus pire à Berlin. Je crains que Berlin va perdre sa côté mythique puisque c'est devenu trop cher. Alors, je voulais parler de ça, des contraintes sociales, de la misère d'une jeunesse qui a devant elle pas un grand futur, un futur sans boulot, un futur sans perspective politique, une présence avec la musique, la drogue, les nuits dans les clubs. Ça, c'était à l'époque un peu l'esprit berlinois qui, du dehors et vu de loin, on a eu l'impression c'est bien agréable, mais en même temps, pour une grande partie des jeunes, c'était assez désespéré. Parce que vous n'y aviez pas droit. Non, pas seulement les droits, surtout, puisqu'à l'époque, l'état économique de l'Allemagne n'était pas le même. À l'époque, on avait beaucoup de chômage chez les jeunes. On a eu beaucoup des questions sur c'est quoi notre avenir dans la société allemande. Est-ce qu'il y a une place pour nous? Est-ce qu'il y a une alternative à la vie de nuit dans les boîtes, droguer, faire la fête toujours? Est-ce qu'il y a quelque chose en dehors de tout ça? Et ça, c'était la question de l'époque. Et comment avez-vous vécu, vous, Thomas Ostermayer, la chute du mur? J'étais la soir de la chute du mur, j'étais par hasard à Hambourg, alors je n'étais pas à Berlin, mais après la chute du mur, moi je me souviens très bien, j'ai pris mon vélo avec des copains, on s'est baladé dans l'Est. D'abord en hiver, on est allé en voiture. Et puis après, on a commencé à squatter des appartements. Après, on a squatté tout un maison pour faire une sorte de club musical, pour avoir un endroit pour faire du théâtre. J'ai commencé mon premier spectacle qui s'appelait Les tambours dans la nuit de Brecht. C'est joué dans un petit théâtre qui appartient à une maison squattée qui existe encore dans la Ackerstraße, le Schokoladen. Il y avait une vibrance de musique, de culture très de la rue, disons. Dans la rue, il y avait des espaces vides. Il y avait beaucoup des espaces vides à l'intérieur et à l'extérieur. Après un certain moment, en 1990, à Berlin, il y avait 110 maisons squattées. Alors, c'était un mouvement assez important et très fort. Mais ce n'était pas forcément un mouvement banal, anarchiste, mais c'était au fond un mouvement très artistique parce que dans tous les lieux, il y avait des concerts, il y avait des performances, il y avait des pièces de théâtre. Alors, c'était très, très vivant au niveau de la culture. Et cette ambiance, on la retrouve presque plus à Berlin. Alors, les premières années, après la chute des murs, c'est vrai, c'était un paradis. C'était un paradis pour une jeunesse un peu désespérée des pays de l'Allemagne de l'Ouest qui sont venus, qui sont arrivés dans cette petite île. Déjà, avant la chute des murs, Berlin, c'était une île pour une grande partie des jeunes, parce qu'on est échappé le militaire. Si on a habité à Berlin, on n'était pas obligé à aller au service militaire.
Et cet esprit de Kreuzberg des années 80 avec David Bowie qui a vécu là-bas, Iggy Pop qui a vécu là-bas, et cette espèce d'esprit einstürzende Neubauten, Blixa Bargeld, Nick Cave et tout ça, c'est transmis aux années 90, mais avec un plus grand ouverture, puisque d'un coup, il y avait un nouveau moitié de la ville qu'on ne pouvait pas modifier avant. Et puis aussi les rencontres avec les jeunes de l'Allemagne de l'Est. C'était une vraie rencontre et encore aujourd'hui, la compagnie que vous avez vue sur scène hier dans le Richard III, c'est moitié-moitié. La moitié vient de l'Allemagne de l'Est et l'autre moitié vient de l'Allemagne de l'Est. Et c'est une grande différence encore aujourd'hui. Pour moi, c'est très, très important d'avoir ce mélange d'acteurs parce que les acteurs qui viennent de l'Est, c'est une autre formation, c'est un autre esprit, ce sont des autres personnalités. Ils ont un engagement beaucoup plus social dans leur vie privée, dans le travail. Et c'est assez important de travailler avec des gens qui ont déjà vécu la fin d'un État, la fin de toute une société. Alors, c'est remarquable et ça donne un autre esprit, une autre ouverture à la vie. Mais je crois que vous avez gardé l'empreinte de ces moments-là, ces moments où à Berlin, un concert de musique ou une pièce de théâtre représentait un moment de très grande intensité et où les cycles artistiques se déroulaient successivement. Car quand on voit vos spectacles, y compris en 2015, et quel que soit le répertoire, que ce soit Ibsen ou Shakespeare, il y a un côté rock à l'intérieur de votre mise en scène. Il y a un côté, c'est un moment d'intensité. Pourquoi ? Est-ce que vous pensez que vous êtes un metteur en scène qui absorbait l'air du temps et... Non, il faut dire moi-même, j'ai fait beaucoup de musique, j'ai fait beaucoup de rock. À l'époque, ça s'appelait grunge et pas rock, independent music. J'ai même, je raconte cette histoire assez souvent parce que c'est drôle. On a eu un petit endroit en Bavière où je suis grandi qui s'appelait Circus Gammelsdorf. Et là, il y avait tous les groupes musique de Seattle, entre autres Nirvana, avant qu'ils soient devenus célèbres. Et après les concerts, on a joué cette petite truc, le foot aux tables, comment ça s'appelle ? Baby-foot. Voilà. Et on a joué ça chaque fois après les concerts avec les musiciens. Et on a joué une fois avec Nirvana, après un concert. Alors ça, c'est mon passé, moment pour moi le plus important. Et je voulais toujours devenir musicien. À la baraque, on a encore eu une petite groupe de musique avec les acteurs qui ont fait de musique avec moi sur scène. On a même joué ici en 1999. On a joué ici à Avignon avec cette groupe de musique. Et puis, moi, j'ai toujours eu l'impression, en regardant un concert, j'ai eu l'impression pourquoi le théâtre n'arrive pas à créer les mêmes sentiments, la même force, la même énergie avec le théâtre, parce que étant spectateur ou quelqu'un dans la salle devant un groupe important, devant un grand concert, et j'ai eu des images du théâtre dans la tête. J'ai eu des idées sur la mise en scène. Et voilà, c'est peut-être pour ça qu'on retrouve ça. Mais surtout avec l'écriture de Shakespeare, ça m'apparaît évident parce que lui aussi, à mon avis, a écrit sur différents niveaux. Il n'a pas seulement écrit la grande poésie, les pensées philosophiques, les grandes tragédies, c'est vrai, bien évidemment, il a écrit ça,
mais aussi il a joué avec un autre genre qui est la culture populaire, les scènes bouffantes, les cloneries. Et la culture populaire est représentée pour moi aujourd'hui dans la musique. Alors pour moi, c'est complètement évident d'installer ça au milieu de pièces de Shakespeare. Alors, on va écouter Laurie Anderson, qui est située à un moment précis de la mise en scène de votre dernier spectacle, Richard III. On l'écoute maintenant. Hello? Is anybody home? Well, you don't know me, but I know you, and I've got a message to give to you. Here come the plane. So you better get ready, ready to go. You can come as you are, and pay as you go, pay as you go. Donc, musique et théâtre. Pour en revenir à votre dernière mise en scène, Richard III, vous nous plongez, nous, spectateurs, dans un bain de musique au tout début de la représentation, qui est une musique très intense, de bruit et de fureur, pour paraphraser Shakespeare, pour mettre en place le dispositif shakespearien. Et puis ensuite, plus l'action va s'amplifier, plus les histoires de famille vont devenir vénéneuses, plus vous allez abandonner la musique pour y revenir à un moment avec cette voix si singulière de Laurie Anderson qui va tout d'un coup, en tout cas c'est comme ça que je l'ai comprise, nous donner l'intériorité du personnage de Richard III. On n'est plus dehors dans les bruits du monde, on est dedans, dans sa tête à lui. Comment travaillez-vous ce rapport qui est essentiel dans toutes vos pièces de théâtre depuis maintenant 20 ans entre théâtre et musique? Comment ça vient, comment ça s'articule? D'abord, ce sont des questions dramaturgiques. Là, le début de Richard III, pour moi, c'était important de retrouver ce moment de victoire, ce moment de joie, de plaisir de la cour qui a retrouvé le victoire et qui font la fête. Aussi, ce qui me semblait très, très important, c'est le personnage de Richard III qui est exclu de cette fête, qui est exclu de cette joie, de cette orgie triomphante qui fête les autres. Alors déjà là, j'ai décidé de jouer avec la musique pour retrouver cette pensée dramaturgique dans le corps, dans les émotions, sur les niveaux qui parlent aux instincts des êtres humains beaucoup plus profonds, pour que ça ne soit pas une pensée cérébrale, mais pour que ça soit un sentiment. Le sentiment qu'il y a une foule qui fête et moi, je suis dehors. Et puis voilà, après, on a calé le premier monologue avec des interruptions de musique dedans pour mieux montrer cet contrepoint entre la solitude et le bruit autour de lui. C'est un travail très amical ou en complice avec les musiciens avec qui je travaille depuis des années, avec Lars Eidinger, mais aussi avec le musicien qui fait la batterie, Thomas Witte, qui était d'ailleurs le batteur dans le spectacle Disco Pix, que je montrais aussi à Avignon en 2004. Et voilà, et quand on travaille dans cet territoire, c'est plutôt un travail d'une répétition d'une band, d'un groupe de musique. C'est moi aussi qui prends le micro, qui joue avec, qui fait avec Lars, qui lui montre, parce que Lars
manque un peu le côté punk ou shouter de musique. Moi, j'ai vécu ça beaucoup, j'ai fait ça beaucoup, alors je lui ai montré. Lui, c'est plutôt la génération hip-hop. Alors, il connaît cette musique, mais il n'a jamais fait ça. Alors, c'est moi avec Thomas, avec Niels, et c'est une bande de musique qui Oui, mais c'est aussi un travaille travail ensemble. de compréhension de l'œuvre de Shakespeare. Vous êtes un orfèvre de Shakespeare, vous avez beaucoup monté Shakespeare. C'est Je pour me ça. souviens de votre Hamlet. Vous Oui, faites oui, oui. appel aussi à la vidéo, pas systématiquement à la musique, Ouais. mais il y a une espèce d'intériorisation de l'univers de C'est Shakespeare. pour ça que je dis, tout d'abord, c'est une pensée dramaturgique. Alors, C'est-à-dire comment vous travaillez? Alors vous lisez le texte, vous le dépliez et vous faites une lecture à la table avec vos acteurs. Vous travaillez Non, à partir d'improvisation. Vous avez une pensée déjà tout arrêtée sur l'œuvre que vous voulez communiquer à votre bande. non, mais ça se passe pas comme ça. Parce que quand je monte une pièce de Shakespeare, la plupart du temps, c'est une pièce que je porte dans ma tête pendant des années. Là, je porte pendant des années. Depuis 20 ans, je porte dans la tête Le Roi Lear. Je l'ai lu à l'âge de 22 et j'étais complètement bouleversé par la lecture. Mais le moment n'est pas encore arrivé. Pareil pour Richard III. C'est une œuvre, c'est un personnage. Quand on va au théâtre, voir les autres mises en scène, quand on regarde la télé, les journaux, il y a toujours des références qui se créent. Alors, l'idée de la mise en scène se crée pendant des années. Et puis, j'ai plusieurs pièces dans ma tête. Et quand j'ai l'acteur pour le rôle, je m'y mets et je monte la pièce. Mais il y a déjà un long temps de réflexion avant. Alors, pour moi, ce n'est pas important de lire la pièce quand je commence le travail, parce que je connais la pièce déjà. Vous l'habitez en quelque sorte depuis très très longtemps. Il y a presque un travail inconscient qui se Oui, trame tout à à fait. l'intérieur de vous. Tout à fait, tout à fait. Et puis, le moment où je commence la mise en scène, c'est plutôt une situation qui est un peu injuste pour les acteurs, parce que eux, dans la plupart du temps, ils commencent à travailler sur la pièce. Alors, c'est dans une plupart du temps, c'est moi qui ai deux ou trois pas en avant. Alors, c'est plutôt écouter ce que eux ils pensent de la lecture, des situations, mais après, c'est moi qui propose des situations. Et depuis un certain temps, je travaille dans une méthode que moi j'appelle moi-même storytelling. Alors, je propose des situations, comme par exemple, est-ce que tu te souviens d'une situation où tu étais trahi dans ta vie? Et puis, je demande les acteurs de monter sur scène. Ils ont 2 minutes de préparation. Et puis après, ils jouent cette situation personnelle de leur propre vie, mise en scène par celui qui a vécu le moment, jouée par le membre de l'ensemble. Et comme ça, on nourrit la pièce avec notre propre expérience. Être confronté avec la mort, par exemple, qui est fondamental quand on monte Shakespeare. Il y a toujours la mort, tout le temps. Alors, on a beaucoup travaillé sur la question, quand est-ce que vous étiez confronté à la mort d'un ami, à la mort d'un très proche de votre famille? Est-ce que vous vous souvenez du moment où l'information est arrivée? Comment était le deuil, le rage, la colère, si c'était un accident ou même un crime? C'est assez bouleversant comment ça fonctionne. C'est d'une vérité fondamentale. Et aussi, les autres acteurs
qui jouent cette petite scène sont dans un jeu beaucoup plus sincère parce qu'ils savent que maintenant, ils prennent la responsabilité de l'histoire de leurs collègues. Alors, on ne fait plus cet jeu surjoué, cette grotesque ou faire plaisir au metteur en scène, faire plaisir aux spectateurs. C'est un jeu profond et sincère. Et c'est ça que je veux retrouver sur scène. N'empêche pas qu'il y a des moments de entertainment, divertissement, musique, micro, Lars au milieu de la scène. Mais il faut les deux. Il faut ce moment où lui, il est l'animateur de la soirée. Mais dans les moments où il entre dans l'histoire, par exemple dans la scène avec Lady Anne, il faut qu'il y ait le vrai deuil de Lady Anne, le vrai rage, le vrai effraiement que lui ose de apparaître pendant l'enterrement de Henri VI, son beau-père, et le fait qu'il a aussi tué son mari. Et lui, il apparaît auprès du cercueil. Et les enjeux de cette scène, qui est, à mon avis, une des plus beaux scènes de la littérature, sont si difficiles. Comment tu joues une scène où Richard III, qui est le meurtrier de ton père et de ton beau-père, qui était le roi, comment tu joues une scène où lui, Richard, te séduit à épouser lui, dans la présence du corps dans le cercueil. C'est injouable. Alors, pour s'approcher des enjeux, il faut être très, à mon avis, tout ce que je dis, c'est mon vue sur le théâtre. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire comme ça, mais à mon avis, il faut s'approcher avec les enjeux de notre vie personnelle pour qu'on ait à 10% des enjeux de la situation dans la pièce. Parce que ce sont des situations inimaginables. Inimaginables. Le courage de Richard III, la monstruosité du propos qu'il fait. Voilà. Et mon chemin, ma méthode pour l'instant, c'est de ne pas jouer une pièce de théâtre, mais de raconter de nous-mêmes. Alors justement, là on est dans Shakespeare, puisque vous nous présentez votre dernier travail qui est Richard III. Vous êtes aussi un orfèvre de Ibsen, que vous avez beaucoup monté. Et il ne faudrait pas croire que vous utilisiez toujours les mêmes méthodes, quels que soient les auteurs. Avec Ibsen, c'est tout à fait autre chose. Vous parlez de dramaturgie, vous utilisez d'autres techniques manifestement dramaturgie, d'autres dispositifs scénographiques. Vous avez inventé ce dispositif de plateau tournant. Et pour nous, spectateurs, on va prendre par exemple Maison de poupée, dont je me souviens pourtant, malgré les années qui nous séparent de cette mise en scène, je crois, de toutes les scènes. Vous avez réussi à nous faire, comme par effraction, rentrer dans l'intimité de l'œuvre d'Ibsen. Donc, est-ce que vous avez une méthode? Est-ce que c'est cet inconscient qui travaille en amont? Comment allier à la fois l'immense respect de l'œuvre avec en même temps l'intensité de ce que nous vivons dans le présent, notre présent? Tout d'abord, il faut dire que, à mon avis, les grandes périodes du théâtre et de la littérature du théâtre, de l'écriture du théâtre, étaient alliées à l'architecture des endroits pour lesquels ils étaient écrits. Alors le théâtre grec est un théâtre écrit pour les théâtres de l'architecture grecque.
le théâtre élisabétain est un théâtre écrit pour le globe. Alors, ce dispositif qu'on a là dans le théâtre municipal pour le Shakespeare, c'est l'essai de répondre à la littérature, à l'écriture de Shakespeare, qui est une écriture du plateau pour une vraie rencontre entre scène-salle, pour la communication d'un rôle principal au milieu, qui est une sorte de stand-up comédien pour la salle. Et moi, je crois que c'est écrit dans cette façon. Complètement autre chose pour Ibsen, c'est un théâtre écrit pour les scènes bourgeois, pour les théâtres à l'italien, où historiquement, cette classe bourgeoise s'est renfermée sur les plateaux avec cette fameuse quatrième mur qui correspond beaucoup à la façon de la pensée de la classe bourgeoise. Et dans le Shakespeare, je retrouve la Renaissance plutôt. La Renaissance, le baroque. Et la joie, le plaisir d'une vraie rencontre, la fête, la chair, la musique, un vie beaucoup plus ouvert à l'univers et au monde. Les pièces de Ibsen, ce sont des pièces des chambres, ce sont des pièces d'une classe qui se renfermait dans leur sécurité faible, dans leur confort, dans leur peur de ne pas rester sur le niveau social qu'on a atteint, qu'on appelle les arrivistes. Et moi, j'ai travaillé surtout avec cet regard sur l'écriture d'Ibsen. Alors, un regard très sociologique, un regard très à travers un certain matérialisme historique, dans le sens que la classe bourgeoise a vu leur premier triomphe fin du 19e siècle, et on retrouve la même situation un peu aujourd'hui, parce que déjà à l'époque, il y avait des grandes crises économiques. On le retrouve dans l'écriture d'Ibsen presque tout le temps quand on pense à Johann Gabriel Borkmann, le banquier qui a volé l'argent de ses clients pour profiter, pour investir, pour spéculer. On retrouve ça, bien évidemment, aujourd'hui. Et on retrouve beaucoup la peur de la classe moyenne dans tous les pays européens. Et cette peur est un grand moteur pour les drames de Ibsen. Et puisqu'on partage un peu cet moment historique fin 19e siècle où Ibsen a écrit avec nos temps modernes, c'est pour ça que je pense qu'on peut bien transformer ces pièces à aujourd'hui avec les petites adaptations. Et voilà. Récemment, vous nous avez proposé une relecture du mariage de Maria Braun. Ce n'est pas la première fois, Thomas Ostermeyer, que vous allumez la flamme de la transmission de la mémoire allemande, la mémoire douloureuse allemande. Est-ce que pour vous, le théâtre, c'est aussi une possibilité de connaître ou de vouloir même reconnaître son propre passé ? Absolument, mais ça reste difficile ou ça devient de plus en plus pire. À l'époque où je créais le mariage de Maria Braun, c'était un moment dans l'histoire de l'Allemagne où d'un coup, il y avait beaucoup de films, beaucoup de séries télé, où d'un coup, l'Allemagne se considère aussi victime de la Deuxième Guerre mondiale, aussi victime du nazisme, et pas seulement celui qui était responsable pour la catastrophe.
Et dans ce moment, je voulais absolument répondre avec le grand œuvre de Fassbinder, qui lui aussi était obsédé par l'histoire de l'Allemagne. Le mariage de Maria Braun, c'est une partie d'une trilogie qu'il appelait la trilogie de la RFA. Et lui aussi voulait comprendre qu'est-ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale, pourquoi cet esprit réactionnaire dans les années 70 en Allemagne, pourquoi on n'a pas complètement laissé derrière le nazisme, pourquoi il y a encore une sorte de tradition avec cette époque-là. Et moi, je voulais montrer aussi avec cette pièce-là qu'il y avait des moments dans l'histoire de l'art allemand après-guerre où on a raconté toute une autre histoire que dans les années 0, de 2000 à 2010, où d'un coup, tous les gens, tous les producteurs, avec les subventions de l'État, les grandes chaînes, commencent à raconter une autre histoire. Et alors pour moi, c'était un acte important de se souvenir de notre regard sur le post-war histoire. Dernière question, Thomas Ostermayer, vous dirigez l'une des 2 plus grandes institutions théâtrales d'Allemagne, la Schaubühne. Vous êtes C'est quoi la deuxième? C'est le Berliner, non? Ah oui. Et donc, je voulais savoir si vous étiez autant aimé en Allemagne qu'en France, ou vous êtes idolâtré. Vous avez lu mon bouquin? Non. Ah, je croyais pas. C'est pour ça que vous demandez. Pas encore. Non, mais c'est pareil pour tous les pays à peu près. Le prophète ne... Le prophète... Nul n'est prophète en son pays. Nul n'est prophète dans son pays. C'est pas pour autant que vous allez quitter la Schaubühne, alors. Ça, c'est une question suggestive. Écoutez, on vous attend en France, en tout cas. Que je ne vais pas répondre. Bon. Non, mais je suis complètement heureux et super content de cette public à Avignon et aussi au Théâtre de la Ville. Quand on vient avec le mariage de Maria Braun, je suis bouleversé. Oui, c'est un bonheur absolu et j'espère que ça reste encore 2-3 semaines. Et le prochain projet? C'est La Mouette avec une équipe française. Merci en tout cas pour tout ce que vous nous donnez. Merci beaucoup Thomas Ostermayer. Merci à vous. Merci à Élodie Royer, Corinne Amar, Julien Rosa, Cédric Châtellus, Anne Kobilac, Didier Lagarde. Vous écoutez France Culture.